Alors, mesdames et messieurs, chers collègues, c'est avec grand plaisir que l'UPSTI va remettre aujourd'hui le prix de l'innovation pédagogique 2011. Ce prix a été initié, ce concours a été initié il y a 2 ans par François Weiss, ici présent, et il a pour objectif de faire découvrir des projets, des réalisations qui sont à la fois innovantes et originales. Ces projets ont été évalués par les adhérents de l'UPSTI selon les critères suivants. Donc d'abord un intérêt pédagogique et tout ce qui peut s'en suivre. Tout ce qui est l'étendue possible de ce projet à divers champs d'application dans le domaine des sciences pour l'ingénieur. La coopération qui a été mise en place à l'intérieur de ce projet. Et enfin, la disponibilité des ressources, la simplicité d'utilisation, etc. Cette année, 6 projets ont été retenus pour concourir. Et l'UPSTI tient à remercier très chaleureusement les auteurs pour avoir bien voulu participer, ainsi que pour les projets de très grande qualité qu'ils ont pu produire. Alors avant de vous annoncer le gagnant de cette édition 2011, nous vous proposons une présentation des différents projets, pour ceux qui n'ont pas regardé sur le site de l'UPSTI, et j'appellerai les différents auteurs de ces projets au fur et à mesure de cet après-midi. Voilà, je vous remercie et on va donc commencer tout de suite avec Olivier Valenti. Qui est là. Merci. Bonjour à tous. Donc en effet, je participe au prix de l'innovation pédagogique. C'est surtout pour remporter le voyage aux Seychelles dont m'a parlé David juste avant mon inscription. C'est un projet, modeste qui commence à dater un petit peu dans le cadre du plan académique de formation en Martinique lorsque j'y travaillais. J'ai fait une formation sur le logiciel Meca 3D, ce qui m'a poussé à construire quelques énoncés. Et j'ai donc décidé de les mettre en ligne à l'usage de tous, plutôt qu'à le limiter aux professeurs qui suivaient la formation. Voilà. Donc je vais vous présenter rapidement la structure du site. Donc, si vous allez sur... Alors, le nom du site, c'est formation-meca3d.info. C'est un site qui figure sur le site de l'UPSTI, qui est dans les liens. Ça me permet d'en reparler un petit peu, puis peut-être si vous avez des énoncés à me proposer, à mettre à jour, voilà, de me les faire parvenir. Donc voilà comment il est structuré. Vous avez une série d'énoncés sur différents supports que pour certains vous connaissez. Le premier, c'est un support qu'on a dans certains laboratoires. Donc on a les énoncés à gauche au format flash. D'accord. Alors pourquoi ça me fait ça? Tout à l'heure ça marchait, je suis désolé, mais... Non, il n'y a pas besoin d'Internet. Bon, on est en local, donc je ne sais pas, désolé. Donc, quelques énoncés au format flash. Voilà, ici, sur le moteur GX31, comment déclarer une cam, un engrenage, etc. sur Meca 3D. Les énoncés sont classés par point de compétence abordé, d'accord, avec les fichiers d'assemblage au téléchargement. Et plutôt que de faire un long discours sur cliquer à tel endroit, etc., j'ai fait simplement des captures d'écran pour les parties les plus pointues à aborder. Par exemple, si on veut faire détection de collision ou déclarer, peut-être plus intéressant, déclarer des engrenages ou des cams avec Meca 3D, ben, on a une petite vidéo qui montre au fur et à mesure qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à modéliser ces liaisons qui ne sont pas modélisées par défaut dans la construction automatique sur Meca 3D. Voilà. Donc, voilà un petit peu comment c'est structuré. Ensuite, je vais juste montrer un petit énoncé, voir comment c'est fait. On va prendre celui-là. Le but de cet énoncé, c'est une étude c'est l'étude des efforts et non plus de la cinématique du moteur GX31, mais des efforts qui interviennent sur chacun des éléments. Donc pour faire cet énoncé, je suis parti du diagramme PV d'un cycle Baudrechas
je l'ai transformé, alors un théorème PV tout à fait théorique, hein, je l'ai transformé sous forme d'une action mécanique qui dépend de l'angle du Villebrequin. Donc ça force les élèves ou les professeurs à utiliser l'éditeur de courbes pour calculer au final le couple moteur en instantané et en finale le couple moyen, voilà, du moteur sur 2 tours complets. Alors en ce qui concerne son utilité et son ouverture, aujourd'hui c'est un site qui fait environ 1500 visites mensuelles en moyenne. Voilà. À la fin de la page HTML, j'ai mis quelques exercices en plus et quelques téléchargements en plus avec des énoncés qui cette fois sont beaucoup moins directifs, qui laissent beaucoup plus de place à l'autonomie. Qu'est-ce qui reste à faire sur ce site? Vous voyez que de la façon dont il est structuré, il est très facile pour moi, si quelqu'un a un énoncé intéressant à me fournir, il est très facile de l'incrémenter avec un nouvel énoncé, de nouveaux points de compétences, de nouvelles vidéos éventuellement, sachant que c'est un site qui a été fait avec une version de Mecha 3D qui date un petit peu, qui doit être la V7, et que depuis il y a beaucoup de nouvelles fonctionnalités qui ont été apportées sur Mecha 3D, l'utilisation de roues libres, l'utilisation de l'intégration des configurations qui sont déclarées sous SolidWorks, etc. etc. Donc l'ouverture aujourd'hui, si parmi vous il y en a qui veulent travailler sur Mecha 3D et collaborer au site, évidemment c'est de m'envoyer tout simplement par mail les énoncés, les fichiers d'assemblage, et ça permet de faire évoluer ce site avec l'évolution du logiciel d'Atemi. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup, Olivier. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions Voilà. peut-être sur le site? Quelques questions? Ok, merci. Merci beaucoup. Alors, on va continuer, mais avec un changement de matériel. Non, le son, on s'en fiche pour l'instant. On mettra qu'à la fin. Alors, la deuxième personne qui s'est inscrite, c'est Cédric Faury qui a réalisé le logiciel Pisilic. Donc il ne peut pas être présent aujourd'hui, donc il m'a envoyé une présentation. Donc, je vais vous montrer un petit peu les fonctionnalités du logiciel qu'il a réalisé. Donc Pisilic, c'est un logiciel d'analyse de systèmes asservis. Donc Pisilic a maintenant 2 ans. Beaucoup de personnes, Cédric tenait à remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont contribué à ce projet en suggérant des améliorations dans le logiciel. Et il tenait à préciser que le logiciel est libre d'utilisation, donc sous licence GNU. Il est réalisé en Python et vous avez un lien que vous pourrez retrouver pour télécharger le logiciel. Alors, quelles sont les fonctionnalités de ce logiciel? Eh bien, on peut faire des analyses temporelles, fréquentielles, de systèmes linéaires continus invariants, à la fois dans les plans de Bode, Black et Nyquist. Voilà un petit peu comment se représentent les courbes tracées. Vous pouvez choisir, bien sûr, les couleurs des courbes. Les études possibles, ce sont les études en boucle ouverte, ainsi que des études en boucle fermée. Donc on rentre la fonction de transfert H et on peut ajouter des correcteurs et étudier l'influence de ces correcteurs. Donc, différents correcteurs sont utilisables, les correcteurs classiques ainsi que des correcteurs personnalisables que vous pouvez facilement rentrer dans le logiciel. Une possibilité de décomposer la fonction de transfert en fonction de transfert élémentaire. Également la possibilité de choisir les courbes qu'on veut visualiser en jouant également sur les couleurs.
Ce qui est intéressant également dans ce logiciel, c'est la possibilité de tracer en plus des courbes réelles les asymptotes. Donc vous avez la possibilité de les tracer ou de les cacher si vous voulez la courbe uniquement. Enfin, quelques dernières fonctionnalités qui ont été ajoutées. La manière de rentrer les fonctions de transfert, eh bien vous avez la possibilité de mettre des premiers ou second ordre au numérateur ainsi qu'au dénominateur, choisir de rajouter des intégrateurs. Dans les dernières fonctionnalités, vous pouvez importer un nuage de points et trouver identifier une fonction de transfert du premier ordre ou second ordre à partir de ce nuage de points. Également, la possibilité de rajouter de tracer sur une même courbe, sur un même diagramme, plusieurs courbes et voir l'influence de ces paramètres. Pour justement voir l'influence des paramètres, plusieurs possibilités ont été mises dans ce logiciel. Rentrer directement la valeur dans les cases, jouer sur les petites flèches à côté pour incrémenter les valeurs, ou alors jouer sur le curseur, et c'est un petit peu plus facile de le faire avec le curseur. Voilà pour les courbes. Enfin, dans tout ce qui est analyse de stabilité, le logiciel trace les marges de stabilité en boucle fermée et donne donc les valeurs des marges, les valeurs des pulsations caractéristiques sur les différents plans de Bode ou de Black. Voilà également la décomposition en fonction de transfert et l'affichage. On peut également mettre les fonctions de transfert sur le diagramme qu'on peut afficher, exporter également. Pour la réponse temporelle, vous pouvez tracer plusieurs réponses à différentes consignes. Donc ça va de l'impulsion à l'échelon, rampe, succession d'impulsion et fonction sinusoïdale, ou alors vous pouvez même rentrer une fonction paramétrée. En réponse temporelle, le logiciel permet de définir le temps de réponse à 5%. Et vous avez la possibilité d'exporter bien sûr tous ces tracés au format PNG, SVG, et également d'exporter les formules en LaTeX. Voilà pour tout ce qui est export, ainsi que l'étude des différents pôles dans ce logiciel. Donc moi je vous conseille de le tester, de vous l'approprier et de l'utiliser notamment lorsque vous voulez faire découvrir les correcteurs. Voilà pour l'export. Voilà. Merci de votre attention et merci pour lui. Quelques questions sur le logiciel? Ici, sinon, c'est sur le site de l'UPSI, le lien du logiciel. Donc dans la rubrique vote pour le prix de l'innovation, il y a le lien directement. Mais je peux le remettre s'il y a besoin. C'est bon, pas de questions? Alors, ensuite, le troisième projet, eh bien, c'est Frédéric Valnet qui va nous présenter le projet ASRI. Le son aussi? Je me pousse. Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous présenter une activité qui s'appelle ASRI. Donc, ASRI pour activité sur support réel informatisé. Donc ici, ça correspond à une ASRI sur le système pompe de hydro. Donc, l'idée des ASRI, c'est finalement de pouvoir, pour les personnes qui utilisent la SRI, de manipuler en virtuel, alors je mets le virtuel entre guillemets, des systèmes réels à peu près comme le système réel. Donc, voici comment ça se présente. Donc ici, c'est un ASRI en 3 parties.
Ici, normalement, il y a une quatrième partie avec une activité de TP, mais bon, comme elle-même personnelle, je l'ai enlevée. Donc la S-Série, celui-ci est disponible sur le site et tous ceux qui seront faits plus tard le seront également, ainsi qu'à chaque fois qu'il y aura une mise à jour. Donc la S-Série se présente ici en 3 parties. Une première partie avec une étude de l'architecture de la pompe, où en fait vous avez la possibilité, d'un point de vue interactif, d'aller visualiser des informations et une description des principales informations sur la structure du système. Donc par exemple ici sur le système Dosidro, la possibilité d'avoir des informations sur la chaîne mécanique, ou, je ne sais pas, par exemple sur la membrane. Donc vous avez un ensemble de descriptifs. Alors ça ne remplace pas la doc technique, mais ça permet finalement, par exemple, à l'élève d'aller rapidement avoir les informations sur le fonctionnement et pour pouvoir appréhender la complexité du système. Une fois le système donc, à peu près perçu, vous avez la possibilité également d'aller consulter la documentation technique, donc construite comme on a l'habitude de le faire et qui vient donc compléter l'analyse structurelle du système. Donc on trouve le cahier des charges, l'analyse fonctionnelle, tout parti. Et il y a enfin donc la partie manipulation. Donc comme vous le voyez ici, donc il s'agit du système Dosidro, donc beaucoup de gens le connaissent. Bon, c'est un système qui commence un peu à dater. J'ai choisi celui-ci parce que dans mon laboratoire, c'était celui qui me présentait le moins de difficultés pour la programmation. Donc on voit le système ici dans sa globalité, ainsi que les divers réglages possibles et les divers cadrans. Donc l'idée, c'est que la personne qui utilise la S-Série puisse utiliser, entre guillemets, utiliser la pompe quasiment, j'ai dit quasiment, donc en tout cas à 70%, comme le système réel. Donc en l'occurrence, donc ceux qui connaissent ce système ont envie de voir de quoi je parle. Donc ici, il y a la possibilité donc d'ouvrir ou de fermer le robinet d'alimentation, de mettre le système sous tension, de le mettre en marche. Voilà, pour ceux qui se rappellent du doux bruit de la pompe Dosidro. Pour ceux qui ne connaissent pas, voilà. Et également de faire certains réglages. Donc par exemple ici, je suis à un débit à 0% avec une pression de refoulement de 0%. Donc certains vont voir qu'il y a une petite différence avec le système réel au niveau des réglages. C'est fait exprès, je le justifierai juste après. Donc je vais monter, ah oui, excusez-moi, donc on peut l'arrêter. Donc je ne sais pas, je vais mettre un débit à 80%. Donc ici on voit donc la partie mécanique en mouvement. Je ferme le robinet d'isolement et on voit en fait le niveau de la colonne diminuer. Il est possible d'augmenter ou de diminuer la pression de refoulement dans le système. Et enfin, lors de la manipulation, il est possible de, entre guillemets, mesurer. Voilà. La mesure a été effectuée. Et puis on arrête le système et on va afficher en fait les mesures de pression et de débit dans le système avec récupération des coordonnées du curseur de la souris qui ici sont exprimées en volts et qui correspondent en fait aux mesures réelles du système. Voilà pour les principales fonctionnalités de cette AS-Série. Je vous remercie. Si vous avez des questions. Alors, ça a été programmé en ActionScript sous Flash. Bon, pour parler un peu des secrets de fabrication, donc il y a de la programmation, ce n'est pas de la programmation de haut niveau, il s'agit du langage ActionScript, qui est le langage natif de Flash. On peut le faire en C, C++ et JavaScript. Bon, moi j'ai utilisé Flash ActionScript parce que je suis un utilisateur de la suite Adobe depuis très longtemps et j'avais certaines facilités entre guillemets. Ça ne demande pas un niveau de programmation très important parce qu'en fait la S-Série est basée sur juste du trucage d'images et de vidéos. Donc c'est un des inconvénients de la S-Série, c'est que par exemple pour faire la pompe il m'a fallu une 60aine de vidéos.
Actuellement, je suis en train de travailler sur le max speed, la capsuleuse, la cordeuse. Bon, le max speed, il va m'en falloir à peu près 150 des vidéos. Forcément, ça explique pourquoi, bon là vous avez vu, j'ai que quelques possibilités de réglage de débit, parce que plus vous augmentez les possibilités de réglage, et finalement, plus il va vous falloir d'images et de vidéos, et là, ça commence à devenir beaucoup trop important au niveau du travail. Bon, moi, je suis pas un pro de la programmation, ni du trucage vidéo, ce genre de choses, mais il m'a déjà fallu à peu près 45 heures pour faire ça. Donc, et c'était le système le plus simple. Donc voilà. Donc, alors, quand j'ai dit ça, j'ai aussi finalement donné un autre inconvénient, c'est que si on prend des systèmes comme le MaxSpeed et sur des activités de réglage de correcteurs, ben, à moins de rentrer discrètement des pré-réglages qui correspondent en fait à l'activité que vous avez mis en place, tels que les AS séries sont construits, on n'aura pas une liberté totale de réglage. Donc c'est pour ça que bon, j'ai testé ça avec des élèves. Sur des premières années, vu les centres d'activité mis en place, ça marche bien. Sur un programme de seconde année, forcément, il y a vite ses limites. J'ai testé ça avec des élèves justement de première année. L'accueil a été très positif. Et voilà. S'il y a d'autres questions, le but de la S-série, c'est pas du tout de vider nos labos des systèmes réels, ni de remplacer les systèmes réels par la S-série. On peut en faire un peu ce qu'on veut. Moi, je l'ai pensé pour les élèves, c'est-à-dire qu'une fois que j'aurai fini mon labo, bah, ils auront le labo virtuel à leur disposition chez eux pour pouvoir travailler. Je l'ai pensé aussi comme la possibilité finalement d'extraire des systèmes industriels réels et qu'on n'a pas dans nos labos, et à partir du moment où on peut récupérer les phases de manipulation et de mesure, ben, agrémenter des activités par exemple en info avec nos logiciels de simulation et pouvoir en fait avoir entre guillemets un caractère réel à certaines activités qui restent parfois très théoriques, peut-être trop. Donc voilà, donc l'idée c'était pas du tout de dire bah, mes systèmes réels, je les mets à la poubelle, je m'amuse qu'avec les ordinateurs. De toute façon, une des limites des AS-séries, c'est que finalement, on ne peut pas forcément toujours appréhender la complexité du système. Et à mon sens, même si c'est moi qui ai fait ça, je reste très attaché à mes systèmes réels. Voilà. S'il y a d'autres questions. Non, il n'y a pas de modèle. Même les courbes sont les courbes réelles. C'est les vraies mesures que j'ai reprises, j'ai juste redessiné pour que ce soit un peu plus beau. Dans certains cas, j'ai lissé quand c'était des bruits de mesure, mais c'est même les valeurs qu'on mesure ici, en tout cas, ce sont celles que j'ai exactement sur mon système. Au niveau des vidéos, c'est pareil, c'est les vidéos de fonctionnement, que ce soit au niveau de l'aiguille ou que ce soit au niveau du piston, c'est exactement la même chose. Donc en fait, finalement, la S-série, vous l'avez vu, c'est un peu... c'est du trucage, c'est-à-dire juste lancer la bonne vidéo et la bonne image en fonction du moment opportun. Donc finalement, ça reste que de la programmation avec de la gestion séquentielle de vidéos et d'images. Donc finalement, c'est la programmation, c'est si j'ai ça, on lit telle vidéo, on l'arrête si j'appuie sur tel bouton, si j'ai tel réglage, ce sera telle vidéo, etc. Donc ça reste simple, mais ça demande effectivement une quantité de travail un peu importante. Oui. Serait-il possible d'avoir les sources et de la programmation avec les liens logiciels, des suites logicielles utilisées pour faire cette programmation? C'est-à-dire la source, pouvoir reprendre le code, etc. J'y vois pas d'inconvénient, non. Oui, je peux le mettre sur le site. Alors après, c'est des problèmes de taille, puisque là, c'est donc une version directement en player SWF, donc, qui est déjà à 80 mégas, et j'en avais justement enlevé pour pouvoir en mettre sur le site. C'est pas la version finale, mais oui, je pourrais. Et concernant l'utilisation des logiciels, bah, c'est assez facile. Flash, donc de chez Adobe. Il y a certes parfois, bon, ça dépend après la qualité graphique que vous voulez, mais donc j'utilise Photoshop pour la retouche de certaines images et After Effects pour la retouche de certaines vidéos.
Parce qu'en fait, finalement, toutes les vidéos, toutes les images, je les ai faites avec mon appareil photo personnel, dans mon labo. Donc, des fois, on entend des bruits d'élèves, des fois, on voit une ombre passer. Et comme l'idée, c'est de truquer et de faire en sorte qu'en fonction du changement de réglage, même si on change de vidéo, on n'a pas l'impression qu'on change quoi que ce soit. Des fois, ça demande un peu de travail. Mais oui, je pourrais, oui. Je vais essayer de m'en occuper. Oui. Alors, cette question de l'eau verte, je l'ai résolue dans mon labo en mettant du bleu de toilette. Alors, par expérience, je vous conseille d'en mettre qu'un seul, puisque si vous en mettez deux, l'eau devient complètement bleue, on ne voit plus les graduations bleues ici, et après vous êtes obligé, comme moi, de scotcher des bouts de papier blanc, si vous voulez que vos élèves fassent une quelconque mesure à l'œil. Une autre question? Oui. 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 Oui, c'est tout à fait possible. Donc en fait, alors le seul problème, c'est que le langage ActionScript est pas très ouvert. J'essaye d'acquérir des compétences en C++, et donc l'idée, ce serait après de faire un lien avec la S-série tel qu'il est fait là, en tant qu'exécutable, avec des suites logicielles de MATLAB ou LabVIEW, et donc de faire une suite beaucoup plus complexe. De la même façon, ce que j'aimerais bien, vous allez me dire, c'est peut-être du détail, mais d'acquérir en fait dans mon labo des ordinateurs à écran tactile pour enlever ce principe de clavier-souris et d'augmenter un peu, de faire ce qu'on appelle une réalité augmentée au niveau de la gestion du système et que ce soit un peu plus immersif pour eux. Voilà. Mais il y a plein de choses encore à faire, l'intégration de la 3D. Après, maintenant, on peut faire du plein virtuel avec des suites logicielles comme 3ds Max et de la programmation en Python ou en C++. Moi, ce que je voulais, c'était vraiment garder le caractère réel et pas faire du TP en image virtuelle, parce que bon, ça ne demande pas beaucoup de temps. Et voilà. Une question? Je vous remercie beaucoup. Bonne journée. Alors, le quatrième projet, c'est également un logiciel de simulation de système asservi, mais cette fois-ci réalisé sous LabVIEW par Frédéric Mazet. Ça s'appelle Control Sim. Donc, ne pouvant pas être là, il m'a à nouveau envoyé une présentation que je vais vous montrer rapidement. Donc, ce logiciel-là, il a à peu près les mêmes fonctionnalités que Pisilic. Il nécessite d'installer le moteur d'exécution LabVIEW au préalable et après de lancer l'application. Donc vous avez la possibilité de rentrer différents correcteurs, premier ordre, second ordre. Qu'est-ce que j'ai fait là? D'accord, de visualiser la réponse temporelle, de jouer sur les curseurs à nouveau pour voir l'évolution de la réponse temporelle. Donc en tournant les boutons, ça c'est tous ceux qui ont l'habitude d'utiliser LabVIEW, c'est exactement les mêmes commandes. De visualiser les réponses fréquentielles et de voir afficher également les pôles. Donc ceci pour différentes entrées, à nouveau impulsionnel, indiciel, réponse à une rampe, harmonique. Et vous pouvez également faire des glissés-déposés, comparer l'influence des pôles en jouant sur les fonctions de transfert et analyser l'affluence des pôles. Vous pouvez regarder la réponse d'un système bouclé avec ou sans perturbation, et voir l'influence à nouveau des correcteurs. Comparaison de la boucle ouverte, boucle fermée, et vous avez la possibilité donc de synthétiser des correcteurs. Donc c'est à peu près les mêmes fonctionnalités que le logiciel Pisilic. À vous de tester et de prendre celui que vous préférez utiliser. Voilà. Même chose, des simplicités de lecture. Voilà pour ce logiciel.
Le 5e projet, c'est le projet de l'équipe de DémoSciences. Donc pour les mini-TP que Marc va nous présenter maintenant. Bonjour à tous. Donc, alors je vais vous présenter ce qu'on a pu faire sur DémoSciences donc en novembre 2010. Donc on était 3, sur DémoSciences on était 6, et là ça concerne plus spécifiquement les mini-TP, qui étaient des choses qu'on n'avait effectivement jamais faites jusqu'à présent sur un stand comme ça, et on avait essayé de monter ça donc à 3. Fabrice Boineau, qui est un collègue TZR en génie élec à Louis-le-Grand et qui travaille avec les élèves de SSI, et puis Gilles Moissard, qui est un collègue à Janson, de prépa aussi, voilà. Alors c'est le stand DémoSciences, quand même pour savoir un petit peu qui est derrière nous et ce qu'on peut nous demander quand même. Voilà. C'est Tarsus qui nous finance entre guillemets. Tarsus est l'organisateur du salon, ça leur coûte pas grand chose de nous donner des mètres carrés puisque c'est eux qui organisent le salon d'une manière générale, qui font les plans, etc. Ils nous offrent un stand pour les professeurs. Alors il y avait initialement 3 stands, c'était la physique, la SI en CPGE et puis les technocollèges au collège donc. L'année dernière, il n'y avait plus que la physique et la SI en CPGE parce que je ne sais pas pourquoi le stand de collège ne s'est pas remonté. Bon, là. Et a priori, ça devrait perdurer, enfin ça devrait même s'étendre. On espère pouvoir négocier aussi un stand de STI 2D l'année prochaine puisqu'il va y avoir des nouveautés quand même dans la filière STI 2D. Alors c'est un stand qui a pour mission plus ou moins d'attirer des collègues sur le salon parce que de fil en aiguille, il y avait de moins en moins de collègues qui se déplaçaient. Alors c'est vrai que les équipementiers n'ont pas tous les ans des nouveaux matériels à présenter, donc il y avait certains collègues qui venaient une fois tous les 3 ans. Voilà. Donc l'idée de Tarsus, c'était d'offrir un stand aux professeurs pour qu'ils puissent finalement organiser des animations, qui puissent intégrer le plus grand nombre de collègues, de façon à ce que ça donne une occasion supplémentaire de se déplacer. Voilà. Alors, les ambitions de notre stand SI, c'était de se faire plaisir, en fait, donc de partager un petit peu des choses qui nous intéressent tous, qui nous intéressaient déjà, nous, de monter. Voilà. Il y avait 2 animations sur le stand de SI, les mini-TP et puis une réflexion sur les progressions pédagogiques, parce qu'on cherche tous à avoir la meilleure progression possible. Et donc, il y avait des collègues qui proposaient une réflexion sur les progressions pédagogiques. Alors, sur le stand mini-TP, on était plutôt content des retours. L'idée, c'était de développer des thèmes qui ne soient pas directement exploitables auprès de nos élèves. Ce n'était pas l'objectif. Je voudrais bien souligner parce que peut-être que certains ont pensé que c'était des choses qu'on voulait faire avec les élèves. Non, pas spécialement. C'était des choses qu'on voulait faire pour nous, pour peut-être mieux comprendre des choses qu'on n'a pas l'habitude de travailler, en particulier tout ce qui est partie commande, et partie acquisition. Aussi, une contrainte qu'on s'était imposée, c'est que chacun puisse reproduire chez lui les manipulations, ne pas faire des expériences ultra compliquées que les gens regardent, appréhendent un petit peu, mais ne pourront jamais refaire chez eux. Donc là, l'idée, c'était vraiment de partager des choses qu'on soit capable de refaire chez soi, et puis pas nécessairement dans le champ direct des TP de MPSI, PCSI et PSI. Voilà. Alors, le TP numéro 1, il y en avait 3, 3 de 45 minutes. 45 minutes, c'est pas grand-chose, mais on arrive déjà à faire quand même des choses sympas en 46 minutes. Donc, ça se prêtait un peu au stand. Les gens ne viennent pas non plus uniquement pour faire une demi-journée de TP, donc il fallait quand même s'adapter aussi aux contraintes matérielles de visite des collègues. Donc, le premier TP, c'était utiliser un oscilloscope numérique dans le cadre de nos laboratoires. Faut voir que nous, on a en général des manipulations très bien faites qui ont déjà tout un système d'acquisition dédié sur lequel on ne peut pas intervenir quasiment. Donc, l'idée là, c'est que si on veut développer en TIPE de l'acquisition ou si on veut prendre une manip qui n'est pas instrumentée telle qu'on a envie et puis faire des mesures pour soi, on se retrouve complètement coincé si le système d'acquisition est dédié et complètement fermé. Alors qu'avec un petit oscillo numérique, on peut très rapidement récupérer les courbes qu'on a sur le système dédié d'acquisition. Alors c'est des choses que nous, on ne fait pas beaucoup. Les électroniciens et les physiciens ont beaucoup plus l'habitude d'utiliser l'oscillo, d'accord, et utilisent beaucoup moins des systèmes dédiés d'acquisition. Donc l'idée, c'était d'aller voir un petit peu quelques subtilités sur l'acquisition et voir que finalement, on peut très rapidement obtenir des courbes. Voilà.
et donc réaliser soi-même plus ou moins une interface d'acquisition. Il faut voir que la plupart des capteurs fournissent des tensions, donc c'est très facile à mesurer, mais le multimètre ne suffit généralement pas parce que nous, dans nos programmes, ce qui nous intéresse, c'est des évolutions dynamiques des grandeurs et pas une grandeur moyenne, très souvent. Donc c'est là qu'on a vraiment besoin d'un système qui, sur une plage de temps, enregistre une courbe. Voilà. Le TP numéro 2, c'était élaborer une interface d'acquisition sous LabVIEW. Alors bien sûr, alors pourquoi on a fait ça? Déjà parce qu'il y a pas mal de lycées qui se sont équipés dernièrement du logiciel LabVIEW et des cartes d'acquisition ENI 6008 ou 6009. Donc il y a pas mal de collègues qui sont plus ou moins débutants et qui sont en recherche d'informations là-dessus. Bien sûr, on n'a pas fait une expérience du niveau de la formation de Michel Horry et d'Armel Baguet. C'est un peu eux qui étaient à l'origine, je pense d'ailleurs, de l'arrivée de LabVIEW dans le système des prépas. Et ils ont une très très belle formation sur TP-Line qui est disponible. Voilà, c'est d'ailleurs ma seule formation. Donc, voilà. Donc nous, on a fait quelque chose d'un niveau très raisonnable où en 45 minutes, on peut reproduire une interface qui serait utilisable dans une bonne partie des manips de nos laboratoires, comme par exemple la pompe doseuse, le vélo, la suspension de VT, pardon, le vélo, la suspension de BMW, voilà. Et puis la pompe doseuse, voilà. Enfin, c'est des manips où on peut très rapidement, en 45 minutes, faire une petite interface d'acquisition avec LabVIEW, le boîtier 6008, qu'on peut mettre après dans les mains des élèves. Voilà. Donc pareil, c'est encore des choses qu'on peut reproduire très facilement. En 45 minutes, c'est pas artificiel, c'est pas une suite de transparent. En 45 minutes, les gens vraiment partaient de zéro sur LabVIEW, faisaient les câblages et puis progressivement construisaient l'interface pour arriver à une interface telle qu'elle est décrite ici, où on a un bouton lancer la mesure, plusieurs graphiques qui me montrent les tensions, les intensités, les positions, les consignes, etc., avec des réglages possibles de la fréquence d'acquisition et de la durée d'acquisition. Le troisième TP, c'était un asservissement numérique sur microcontrôleur. Alors, comme je vous l'ai dit, on voulait se faire plaisir dans le premier lieu. Donc moi, depuis que je suis en prépa, les asservissements, je les voyais essentiellement sous forme de schéma bloc, avec un bloc pour la partie commande, le correcteur. Et puis ça me taraudait quand même depuis quelques années de pas du tout savoir expliquer aux élèves comment c'était fait et de pas moi-même, de parler pendant 10 mois à mes élèves d'asservissement de moteur à courant continu et de pas moi-même savoir en faire un, même sur un petit coin de table. Voilà. Donc comme ça nous taraudait, on s'est dit c'est parti, on va se lancer. Donc on proposait là aux collègues sur une petite carte électronique là, qui coûte 3 fois rien, ça coûte 30 € la carte là, et puis il faut prévoir un petit hacheur de 6 €. Et on a un système qui permet par exemple d'asservir le vérin Stewart. Alors on a asservi le vérin Stewart et la cordeuse. Alors la cordeuse elle est déjà asservie, mais on avait quelque part déconnecté complètement la partie commande de la cordeuse pour mettre son propre asservissement au pays. Voilà. Et encore une fois, ça se fait en 45 minutes. Alors bon là, c'est vrai que sur celui-là, le rythme était un petit peu soutenu quand même, mais ça reste des choses qui sont quand même faisables et ça permet de comprendre dans le cadre d'un TIPE comment on pourrait aider les élèves à faire des manipulations qui soient avec de l'acquisition et aussi du pilotage. Voilà. Parce que c'est vrai qu'il y a des débats sur la liste de l'UPSI à savoir si les cartes ENI sont suffisantes en termes de rapidité. Bon, nous, c'est vrai que pour un moteur à courant continu qui a un temps de réponse de l'ordre de 10 millisecondes, c'est vrai qu'on ne peut pas avoir des parties commandes qui mettent le même temps de calcul. Voilà. Donc la solution qu'on avait trouvée, c'était de prendre un petit pic comme ça, qui calcule à des vitesses de 3 MIPS, à peu près 3 millions d'instructions par seconde. Donc ça fait en fait des temps de réponse de l'ordre de 10 microsecondes. Et 10 microsecondes, effectivement, sachant qu'on a 10 millisecondes de temps de réponse de la partie opérative, ça fait un rapport 1000 de vitesse, ce qui convient bien pour faire un asservissement où il n'y a pas des effets de retard qui sont pénalisants sur la boucle fermée. Ok, voilà, bon, les perspectives, c'est que on espère avoir à nouveau des motions l'année prochaine. Bon, a priori, je pense que ce sera bon. On a essayé de demander 2 stands pour avoir la STI2D aussi. Je vous invite à venir le plus nombreux possible sur le stand. Il faut savoir que voilà, le seul salaire des gens qui présentent les animations, c'est le plaisir simplement de vous avoir avec nous et d'échanger des sciences et techniques tous ensemble. Voilà. Donc venez nombreux sur notre stand pour voir ce qu'on fait. Vous pouvez aussi même participer au stand, parce que bien sûr, on est quelques-uns à s'être investis, mais c'est vraiment ouvert. Ce n'est pas un stand qui est le nôtre, c'est le stand qui est à l'ensemble de notre communauté. Donc il faut en profiter pour partager des choses que vous avez éventuellement vous aussi envie de partager. Il y a Cédric Dussault qui est éventuellement partant là pour faire une petite animation sur Scilab et la façon de tracer des courbes, d'étudier des systèmes en boucle ouverte ou boucle fermée, en fréquentiel et en temporel sur Scilab.
Donc c'est une première idée, mais on cherche des idées pour développer. Donc si vous avez des choses que vous commencez à savoir un peu faire et que vous voulez affiner et puis le partager avec les collègues, n'hésitez pas à me contacter, il y a mon adresse mail qui est là. Hein. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire de plus? Merci aux partenaires qui nous ont aidés, hein, Lupsti déjà qui nous a financé un petit peu de matériel, Lidalab qui qui était la gestion arrière, voilà. DMS qui nous avait prêté une cordeuse, Annie qui nous avait prêté quelques boîtiers d'acquisition, et surtout merci voilà, à tous les collègues qui sont venus nous voir et puis à tous les mails sympas qu'on a eu derrière qui nous ont fait très plaisir. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Une question? Quelques questions? Quelques questions à Marc? Marc, peux-tu nous dire un petit mot de la suite logicielle que tu utilises pour programmer ces microcontrôleurs? Quel est l'investissement qu'il faut fournir en tant qu'utilisateur? Oui, alors, bon, alors, je vais être franc avec vous. Hein, je vous ai dit, oui, sur la bio, je n'étais pas un spécialiste. Hein, j'avais juste suivi la formation d'Armel et de Michel. Sur les microcontrôleurs, en septembre, quand on a décidé de le faire, je ne savais pas faire un asservissement non plus. Hein, je découvrais. Et puis sur les oscilloscopes, j'avais mes restes de prépa il y a 15 ans. Voilà, bon. Et puis en 3 mois, comme on avait envie de découvrir et d'apprendre pour nous déjà aussi, en 3 mois, ça nous donnait un vrai objectif pour se mettre au point. Et puis on a quand même pas mal travaillé pendant 3 mois, c'est vrai. Mais à la fin, ça a finalement bien marché. Et bon, c'est des choses, on n'est pas dans la haute technologie, mais ça permet quand même de comprendre pas mal de choses d'un point de vue pratique, hein, d'accord. Quand on touche à l'acquisition, à acquérir une courbe comme ça, en soi, théoriquement, c'est simple, mais en fait, il y a plein de détails auxquels il faut faire attention, et on apprend beaucoup de choses en le faisant. Hein. C'est un petit peu l'esprit de son DSI, hein, c'est de comprendre pour faire et de faire pour comprendre. Hein. Donc on était tout à fait dans cet esprit-là. Alors concrètement, pour répondre à la question sur les microcontrôleurs, c'est des petites cartes Microelectronica qui coûtent 30 € à l'achat, où il y a déjà il y a tout ce qu'il faut pour qu'elles soient programmées. Et puis le logiciel se télécharge gratuitement sur le site Microelectronica. Bon, la version gratuite est limitée à une taille de code, mais nous on a travaillé pour faire l'asservissement sur la version de démo, donc on n'a pas été limité par la taille limite, voilà. Et puis si on veut acheter la licence pour avoir exploité pleinement toute la mémoire du PIC, je crois que c'est 150 € la licence, un poste, voilà. Mais bon, je vous dis, pour faire un asservissement, la taille du PIC suffit, enfin la taille pardon, du logiciel de démo suffit. Et en termes d'investissement après en temps, alors ça se programme en C. Alors il y en a qui disent voilà, le C. Sauf que bon, bien sûr ici on utilise des if, des while, d'accord, des for. Bon là, il y a 3-4 commandes qui sont en fait des commandes vraiment basiques d'algorithmique et ça va pas plus loin. Après il y a quelques commandes où quand on veut l'attention à une borne, on appelle une fonction toute faite qui s'appelle ADC, voilà, et puis ça récupère la valeur de tension sur une broche. Quand on veut imposer la valeur sur bon, il y a une fonction aussi à connaître. Bon, il y a quelques fonctions comme ça qui sont dans la doc de toute façon. Donc nous, on a tout appris et on est allé jusqu'à faire voilà, un petit TP, organiser un petit TP en 3 mois. Voilà. Donc c'est pas un énorme investissement en temps, mais on apprend quand même beaucoup parce qu'on bute rapidement sur des choses qu'on ne maîtrise pas et c'est en s'y confrontant que finalement on arrive à le faire. Bon. Voilà. Après, si vous avez aussi des envies particulières par rapport à une animation que vous voudriez qu'on monte, c'est aussi possible de faire ça. Pour l'instant, on fait ce qui nous intéresse et on espère que ça vous intéressera aussi, mais ça peut aussi passer dans le sens inverse, bien sûr. Merci. Alors, le dernier projet participant à ce prix d'innovation, c'est un ensemble de dossiers techniques et ressources web qui a été réalisé par l'équipe du lycée Jules Garnier à Nouméa. Donc ils ne sont pas présents aujourd'hui physiquement, mais on va quand même les contacter virtuellement. Normalement, ils sont à peu près tous présents et devraient répondre. Ça va venir, ça a marché tout à l'heure, donc. Ça marche.
23 heures chez eux, donc ils sont peut-être couchés. C'est normal, ils sont dans l'hémisphère sud. On vous met à l'envers, là. Oui, tourner l'ordinateur ou pas? David, on n'a pas de retour d'image là, c'est normal? Allô? Oui, oui. Oui. La Calédonie, ici, David. Est-ce que Alors on a tu nous reçois? souci. Ah, ça y est. Alors normalement, vous nous voyez. Ça va, tout se passe bien? La réception est bonne? Oui, normalement, vous nous voyez, mais pour l'instant, vous voyez à l'envers. Comment ça à l'envers? La vidéo est à l'envers. C'est-à-dire on est dans l'hémisphère sud, Exactement. c'est en Calédonie, dans le Pacifique Sud, donc c'est pour ça qu'on a la tête à l'envers? Voilà. Parfait, parfait. C'est le pragmatisme des profs de SI. Voilà, on retourne l'écran. Donc je vous laisse présenter votre projet en partageant l'écran. Oui, vous nous entendez? Oui, oui. Oui, On vous écoute. On vous écoute? Donc, bonjour, on va partager l'écran et présenter donc le projet. Vous m'entendez bien? Oui. Oui. Parti, hein. Ils sont en train de manipuler l'écran en fait, là, de fermer la fenêtre. Donc voilà le projet, je vais essayer de le présenter rapidement. À partir des objectifs initiaux qu'on s'était fixés, qui étaient somme toute assez simples, c'est-à-dire numériser les données techniques de tous les supports qui sont dans notre labo, avec une unité sur la charte graphique en sortie, et aussi une structure commune à tous les dossiers techniques. Donc la structure, vous la voyez ici. Je fais rapidement un domaine d'utilisation, analyse fonctionnelle externe, interne, détecteur, capteur, actionneur, transmetteur. On espère, là, on a la venue d'un nouveau dans notre équipe, puisqu'on a une filière ATS qui s'ouvre dans notre lycée cette année. Et donc notre collègue de GE est en train de travailler sur, on va dire, un enrichissement du contenu avec une documentation un petit peu GE pour mixer tout ça. Et enfin, modélisation et représentation technique. Deuxième objectif du projet, même idée, mais numériser ce que nous on a appelé les ressources. Il s'agit ici en fait de simplement numériser tout ce qui est relatif pour l'élève à l'utilisation du support, que ce soit la mise en route du support ou tout simplement l'utilisation des logiciels d'acquisition, pilotage, simulation. Une fois qu'on s'est fixé cet objectif, on s'est fait une petite soirée de formation commune pour se mettre au point sur le logiciel qu'on a utilisé qui est Scénari, j'en parlerai tout à l'heure. Honnêtement, c'est très facile à prendre en main en une soirée, tout le monde était à peu près opérationnel et après, on va dire qu'on s'est réparti le travail par support en s'imposant. Puis petit à petit, après, Alors, quels intérêts de tout ça? D'un point de vue élève, l'intérêt évidemment, c'est qu'il y a une disponibilité des données avant, pendant et après la séance de travaux pratiques. J'en profite pour vous préciser que le logiciel qu'on utilise, donc Scénari, là, permet de sortir un fichier zip dans lequel est encapsulé en fait l'intégralité du site web
Donc, il y a possibilité de le mettre à disposition locale sur un ordinateur, sur un réseau. Autre intérêt pour les élèves, évidemment la rapidité d'accès aux données, c'est-à-dire qu'on n'est plus sur nos dossiers techniques qui font 80 pages. Là, on est sur des données un petit peu plus accessibles et rapides pour eux. Aussi au niveau de certaines choses, par exemple, on a mis, vous avez peut-être vu, on a mis des animations logicielles qui s'appellent Wink, qui permettent, là c'est sur la plateforme que tout le monde connaît, qui permettent de montrer par saisie d'écran tout simplement un classique, les petits didacticiels des utilitaires pour ces logiciels d'acquisition. Donc là c'est tout bête, mais c'est du gain de temps au niveau des élèves. Et c'est autant de temps gagné sur des choses ça c'est pas trop des compétences. Autre intérêt pour l'élève, et qui est de taille pour nous, là en attendant que vous nous appeliez, c'est la problématique du TP, la rendre beaucoup plus lisible, et l'utilisation de la démarche ingénieur, donc du coup plus lisible. Alors, pour vous montrer ça, voici un sujet de TP qui, lui, n'est absolument pas au format web, mais juste une feuille de papier A4 au format paysage, recto verso. J'ai un écho. Vous m'entendez bien ou pas? Oui, oui. D'accord. Donc là, c'est un sujet donc, de filière PSI, c'est de l'évaluation, peu importe. Vous reconnaissez là la fameuse démarche ingénieur là, qui a été initiée donc, par Jacques Ayache et Hervé Rioux. J'en profite pour les saluer. Toc. Et puis, bon, les savoir-faire, compétences. Et là, ce qui est intéressant, c'est donc, si on retourne au verso, ce format A4 qu'on donne aux élèves, vous avez là le sujet de TP tel qu'on le donne. Donc, on retrouve, on va dire simplement la partie expérience, une partie modélisation, simulation, et enfin une partie synthèse. Donc nous, on trouve que là, il y a une vraie lisibilité intéressante pour l'élève, parce que finalement, tout ce qui était dans nos sujets de TP auparavant, qui faisait 20 pages, 30 pages, dans lesquelles on avait finalement distillé toutes ces informations qui sont regroupées dans les dossiers ressources et dans les dossiers techniques, et bien ici, on fait des petits renvois dans le sujet, qui prennent, vous voyez, une petite ligne, et qui renvoient à ces dossiers. Donc ce qui nous permet finalement d'élaguer les sujets, et puis au final, on s'aperçoit que quand on enlève les cliquez là, faites ci, faites ça, on se retrouve avec l'essentiel du TP. Voilà. Pour l'anecdote, je vous raconte ça parce que c'est vraiment du vécu. Avant, je pense qu'on a tous fait ça. On avait des TP qui étaient les 20 ou 30 pages dont je parlais. Et on entend toujours, j'entendais mes élèves sortir de séance et se parler entre eux et dire tiens, je suis allé jusqu'à la page 14 et toi, tu t'es arrêté où? Bon voilà, ils n'avaient aucune idée de la problématique du TP, aucune idée de finalement la finalité de tout ça. Aujourd'hui, ils sortent, ils se posent la question tiens, tu es allé jusqu'à la synthèse et qu'est-ce que tu as dit dans la synthèse? Est-ce que tu as pu comparer le modèle avec le réel? Enfin voilà, on sent qu'on touche un petit peu plus du doigt ce qu'on voulait. Personne, vous m'interrompez s'il y a des questions. Donc, avantage maintenant d'un point de vue prof. Alors pour nous, on y voit un avantage énorme en fonctionnement réel dans le labo, c'est que du coup, avec ce système-là, les élèves ont gagné en autonomie. Ce qui a pour conséquence pour eux, je pense, d'être un peu moins scolaires, et puis pour nous, de nous permettre de consacrer notre temps à des choses, on va dire, plus intéressantes que faire fonctionner les systèmes, s'assurer qu'une simulation fonctionne ou des choses comme ça. Et du coup, travailler un peu plus sur le fond avec les binômes quand on va les voir. Autre aspect intéressant pour nous, et là ça va vous parler je pense, puisque tout le monde rédige des TP dans l'assistance, avec ce système-là, fabriquer un TP, honnêtement, personnellement, je pense qu'aujourd'hui, je mets 4 fois moins de temps qu'il y a 2-3 ans pour fabriquer un TP. Parce qu'en fait, tout est fait, il n'y a plus qu'à faire des renvois vers les dossiers et qu'à réfléchir donc à l'essentiel, à ce que je vous ai présenté tout à l'heure.
Et finalement, on s'aperçoit qu'on gagne beaucoup de temps aussi à la rédaction. Enfin, chose intéressante donc de Scénari, la flexibilité à l'utilisation. Donc voici un petit exemple. Vous voyez là, toujours sur l'exemple de la plateforme 6 axes, la partie modélisation des schémas blocs qui sont vides et complétés par les élèves, comme vous pouvez l'imaginer. Bon, je ne vais pas vous le faire, mais je vous montre le résultat. Honnêtement, en 2 à 3 minutes, très simplement, on modifie ça. Nous, on l'a rentré en OpenOffice, donc ça s'édite sous Scénari, ça se modifie, et ça se remplace. Puis on recompile et on fabrique le site web. Je ne sais pas si je suis clair. Et ça donne la même chose remplie. Voilà. Ça nous prend 3 minutes. C'est-à-dire qu'en fonction du centre d'intérêt sur lequel on travaille, du niveau d'élèves qu'on a, etc., on peut très vite adapter le dossier, que ce soit ressources ou techniques, en fonction du travail qu'on demande à faire. Enfin, impossible de vous présenter ce projet sans parler donc de Scénari. C'est donc l'acronyme de Scénari, c'est Système de conception de chaînes éditoriales pour des contenus numériques adaptables, réutilisables et interactifs. Voilà, c'est un programme. Dans Scénari, pour ceux qui essaieront d'aller y voir un peu plus clair, vous verrez il y a pas mal de modèles qui se greffent dessus. Hein, c'est un peu comme Mecha 3D qui se greffe sur SolidWorks. Donc voilà, il y a différents modèles qui peuvent se greffer sur Scénari. Nous, dans le modèle qu'on utilise, c'est le modèle OpalSup, qui au passage est celui avec lequel je vous ai fait là, la petite présentation que vous êtes en train de voir. Et puis évidemment, c'est le modèle qui est utilisé par David, entre autres, je crois, pour rédiger les corrigés concours qui sont sur le site UPSTI, pour son superbe cours d'asservissement. Voilà. Alors, avantage, c'est un logiciel open source. Pour l'information, c'est un logiciel qui a été créé à l'UTC de Compiègne lors d'une recherche. Et aujourd'hui, ça représente 3 chercheurs à plein temps, je crois, et 6 thésards qui sont sur le développement du projet, qui commence à prendre une ampleur assez... Voilà. L'idée maîtresse du truc, c'est un même contenu, plusieurs sorties possibles. C'est-à-dire, on rentre le contenu, et puis lui, il mouline, et puis il sort différentes sorties. Alors, je vous ai fait des exemples pour que ce soit plus parlant. J'ai repris encore le dossier technique de la plateforme, donc vous retrouvez la plateforme, ce que j'ai présenté tout à l'heure. Et là, vous avez une sortie au format, c'est un diaporama, la même chose que ce que je suis en train de vous montrer, mais pas le même contenu. Deuxième sortie, alors évidemment ça bug. Bon je peux pas vous le montrer. Je vais être obligé d'arrêter l'écran et de revenir là. Désolé. Je reviens un peu. Tant pis, tant pis. Excusez-moi. Vous y êtes, hein? Là, ça devrait marcher. Sortie suivante, voilà. Donc c'est la même chose, sortie web, celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Autre sortie possible, on a fait la même sortie web, mais avec un skin, donc une sortie graphique différente. Donc c'est toujours le même contenu, mais sortie graphique différente. Pour faire ça, on ne fait rien, on clique juste sur un bouton, quoi. Il n'y a aucun mérite. Et là, sortie au format papier, sous forme, je vais l'agrandir, d'un OpenOffice. On peut donc imprimer de manière quand même assez propre, sans rien faire. Là encore, je n'ai rien fait, c'est lui qui fait tout à notre place. Voilà. Enfin, pour conclure, nous, on s'associe tous pour dire un grand merci à l'UPSTI, parce qu'on se sent tous un peu petits par rapport à l'UPSTI, et on ne serait pas grand-chose sans l'UPSTI, surtout avec la distance qui nous sépare. Donc un grand merci à tous les membres du bureau et à tous les gens depuis 30 ans qui ont donné de leur temps bénévolement. Et longue vie à l'UPSTI et bon anniversaire.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Une question? Une petite question? On va tout de suite passer alors à la remise du prix. Alors, donc vous avez été très nombreux à voter. Près de 130 membres de l'UPSTI ont voté. Alors je m'excuse pour tous les mails de harcèlement que j'ai pu vous envoyer. Mais au moins ça a payé, 130 personnes ont voté. Alors les votes ont été très très serrés. Et donc pour élire le lauréat du prix de l'UPSTI 2011, ça a été assez difficile. Donc le lauréat de cette année, eh bien, le lauréat de cette année, vous savez, dans les jeux vidéo, dans les jeux télévisés, on met un peu de temps là pour annoncer. J'attends que la musique se lance. Donc le lauréat de cette année, eh bien, ce sont l'équipe de Laurent Becle de Nouméa qui ont réalisé justement ces dossiers techniques et ressources. On peut les applaudir. Alors merci également à tous les autres participants. C'était vraiment très très bien de participer et de montrer tous les travaux qui ont été réalisés. Et je vous invite à vous inscrire pendant 2 ans pour le prix de l'innovation pédagogique 2013. Donc comme vous êtes toujours en ligne? Vous êtes toujours en ligne? Oui. Vous êtes toujours en ligne, c'est bon? Donc, alors, en fait, on voulait vous offrir un voyage aux Seychelles, c'était vrai. Finalement, on a préféré vous offrir un voyage en Nouvelle-Calédonie. Mais comme vous y êtes déjà, on vous invite à venir en France chercher le prix, si vous voulez. Donc, on vous offre ce prix de l'innovation pédagogique 2011. Vous le voyez à peu près? Et on vous l'enverra, vous pourrez le montrer fièrement au lycée Jules Garnier, à tous vos collègues. Merci beaucoup et bravo encore pour ce produit. Vous voulez dire un petit mot? Ouais, on veut juste évidemment dire merci, mais simplement dire que nous, quand David, tu nous as sollicité pour qu'on participe, on voulait juste participer. Il nous semblait que c'était l'essentiel. Et on espère que le but, c'était que tout le monde puisse utiliser ça et s'en servir, quoi. Voilà. Encore un grand merci. Et bonne soirée à vous. Là, vous pouvez aller vous recoucher maintenant. Vous voulez dire un petit mot? Donc compte 5 personnes avec Elric Thomas, donc il fallait qu'on le cite ici, hein, il n'a pas pu venir ce soir. Et donc voilà, il faut associer aussi Elric Thomas à notre travail. Et on a oublié de se présenter, donc voilà. Là, allez, merci beaucoup et à très bientôt alors. Au revoir. bonne journée.